aujourd'hui le 16 juin 2014 et je voudrais vous parler de la notion de fin, FIN, en astrologie, et surtout au niveau du symbolisme. Comment symbolise-t-on la fin des choses en astrologie, de manière générale, dans le symbolisme, comment symbolise-t-on la fin, des choses qui se terminent? Je dis ça pourquoi? Parce que dans l'astrologie actuelle, quand on lit les ouvrages d'astrologie qui sortent depuis quelques années, je suis en train par exemple de lire l'ouvrage de Didier Colin, Manuel pratique d'astrologie, eh bien, on a l'impression que la notion de fin n'est pas appréhendée correctement. La fin, c'est par exemple la mort. Si je symbolise, si j'utilise un symbole de mort, ça veut dire que j'indique une fin de quelque chose plutôt qu'un commencement de quelque chose. Si je mets un vieillard, je crois qu'on comprend mieux que c'est plutôt la fin d'un processus que le commencement. Le commencement serait plutôt marqué par un enfant qui vient de naître. Si je mets en scène un meurtre, une immolation, un sacrifice, là encore, on est plutôt dans une dynamique de fin. Voilà. Et c'est très important, parce que tout simplement, l'astrologie, et la notion même de cycle, notamment, est vouée à nous dire quand est-ce qu'un cycle arrive à sa fin, et quand est-ce qu'il commence. C'est-à-dire ce qui est lié, c'est ce qu'on appelle la question de l'ouroboros, que j'ai déjà traité, je crois. Après la fin, il y a effectivement un recommencement. Mais la fin, c'est la fin, et le recommencement, c'est le recommencement. Alors, dans le cas du bélier, qui est un petit peu ma bête noire, si on peut dire, je lis chez M. Colin que, voilà, on a un beau bélier, là, et puis à côté, on a le taureau, et je lis l'effort et l'élan nécessaires aux jeunes pousses pour qu'elles apparaissent et que les bourgeons soient enfin visibles. Voilà, le premier signe zodiaque, l'élan vers la vie, le signe de Bélier, une poussée irrépressible vers le futur, une projection en avant. Donc on est vraiment dans un signe qui semblerait indiquer un commencement. Je crois que c'est une erreur totale. Le bélier, on ne sait pas pourquoi on s'appelle le bélier d'ailleurs, parce qu'en fin de compte, au Moyen-Âge, quand j'ai traduit Inesdras au XIIIe siècle, on disait le mouton dans les traités d'astrologie en français, en roman, en ancien français. Bon, l'agneau, c'est aussi un animal qui fait partie de la famille bélier, c'est le mouton. L'agneau pascal, on peut se demander si l'agneau pascal c'est le commencement ou le début ou la fin de quelque chose. C'est vrai qu'il y a une confusion là. Il ne faudrait quand même pas mélanger tout. L'immolation de l'agneau, c'est quand même quelque chose qui indique la fin d'un processus. Même à la limite, la crucifixion de Jésus, c'est un processus de fin qui peut être effectivement suivi d'une résurrection. J'en ai déjà parlé, pourquoi pas. Mais il y a un temps pour la fin et il y a un temps pour le commencement, comme dirait l'Ecclésiaste. Donc ne mettons pas quand même l'animal qui est l'agneau, qui est vraiment le symbole de l'animal, au contraire, qui est voué au sacrifice, à l'autel, comme étant le symbole du commencement de quelque chose, sous prétexte qu'il y a le bélier, avec les connotations de l'élan, etc. D'ailleurs, à ce propos, le taureau fait très bien l'affaire. Si on veut parler d'élan, à ma connaissance, il y a des corridas, il n'y a pas de corrida de bélier. Enfin, en tout cas, bon. Donc, le taureau, animal du solaire, animal de Mitra, c'est tout à fait acceptable pour commencer les choses. Alors, comme les astrologues numérotent les signes
un par un, on a Bélier 1, Taureau 2. Or, d'après l'astrologie traditionnelle, les chiffres pairs c'est masculin, les chiffres impairs sont féminins. Alors, donc le Taureau, comme il vient après le Bélier, c'est 2. Donc c'est 2, donc c'est féminin. Donc c'est féminin, donc c'est lunaire, au lieu d'être solaire. Voilà, donc il y a tout un décalage comme ça dont j'ai parlé déjà, je ne vais pas revenir là-dessus, mais enfin c'est quand même très fâcheux. Dans le cas de la maison 8, par exemple, qui est la maison de la mort en astrologie, il est clair que ça renvoie à une époque où on connaissait, on avait établi une astrologie des 8 maisons, comme dirait Patrice Dinard. Hein, les 8 maisons, et donc la maison 8 était la maison terminale. Et on voit très bien qu'il y a une progression au niveau des âges de la vie de la 1 à la 8. Et puis après, on a rajouté 9, 10, 11, 12, mais ça ne correspond plus à une évolution en âge. Donc, voyez-vous, donc une sorte de choses comme ça. Bon, alors, prenons le cas des planètes, alors là c'est encore pire. Effectivement, Saturne est, dans le système ancien, la dernière planète, la planète la plus éloignée du Soleil, la planète qui est aux confins entre le système solaire en quelque sorte et le firmament stellaire, hein, et on le présente comme un, j'ai remarqué notamment dans mes travaux sur le prophétisme, une iconographie de Saturne, c'est vraiment le personnage le vieux, boiteux, etc. Bon, donc les gens comprenaient très bien que c'était la fin. Maintenant évidemment on rajoute Uranus, Neptune et Pluton, on ne comprend plus rien, à ce moment-là Saturne n'est plus la fin. Et donc il y a toutes sortes de choses de ce genre-là, on essaie de nous faire croire qu'il y a eu d'autres choses. Ben, on essaie de masquer les solutions de continuité, les rajouts, etc. Le fait d'avoir rajouté des planètes après Saturne, d'avoir rajouté les maisons après la maison 8, après, le fait d'avoir changé, d'être passé du Taureau Bélier à cause de la pression des équinoxes, etc. Enfin, il y a toutes sortes de magouilles de ce genre qui sont assez déplaisantes. Donc, revenons aux choses sérieuses. Il y a des choses qui indiquent la fin, l'aboutissement. La conception n'est pas la naissance. La naissance, c'est aussi une forme de fin, quelque part. Hein. C'est l'aboutissement. Et au niveau cyclique, je dirais que d'une certaine façon, la conjonction, c'est le commencement de quelque chose, et la disjonction, c'est le commencement de la fin. Et la conjonction, c'est au début, au fond, une très grande... On peut voir les choses à l'inverse, si vous voulez, mais actuellement, je dirais plutôt ça comme ça. La conjonction, ce sont des tas de gens qui font chacun les choses de leur côté, dans leur coin, comme ça. Donc c'est une espèce de processus comme ça extrêmement pluriel. Et puis, au bout d'un certain temps, les choses s'organisent. Prenez un groupe, par exemple, de gens qui ne se connaissent pas. Bon, au début, ces gens-là, ils sont là, on les met dans une même pièce, par exemple. Bon, ils ne se connaissent pas, ils ne savent pas qui est qui, donc chacun est un petit peu dans son coin. Et puis petit à petit, il y a un brassage qui se fait, et puis qu'est-ce qui se passe? Petit à petit, il y a des groupes qui se constituent, et puis petit à petit, il y a un chef qui apparaît, et donc progressivement, on va du multiple vers le 1, hein, vers le personnage central, vers le chef, vers le leader. Et le leader, il n'est pas là dès le départ. Le leader, il sort du rang. Sortir du rang, c'est bien ça. La disjonction, c'est le sortir du rang. Il y a le rang de la masse, de la meute, de la mêlée, et puis tout d'un coup, il y a des gens qui se mettent au-dessus de la mêlée, qui sortent du rang. Et ça, c'est la deuxième phase. Donc dans un cycle, eh bien, c'est comme ça que ça doit se passer aussi. Donc il faut aussi raisonner. Au début d'un cycle, il y a une disparité, il y a une dispersion des énergies, parce que les gens ne se connaissent pas, les facteurs ne sont pas encore coordonnés les uns par rapport aux autres. Puis petit à petit, ça se structure, ça s'organise. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Je voudrais terminer sur une petite incident comme cela, de cette causerie qui ne prétend pas être trop longue. Cette question d'ajouter des planètes. Vous savez que je suis assez allergique à cette idée d'ajouter des planètes, et en ce sens-là, je salue le travail de M. Collin qui, lui, dit clairement que
il ne faut pas rajouter Saturne, Uranus, Neptune, en tout cas il ne faut pas les considérer. Voilà. Donc il le dit très clairement, les 7 astres-dieux qui présidaient à l'astrologie ancienne et traditionnelle suffisaient largement à la maîtrise des 12 signes zodiacaux, il suffit encore. Donc effectivement, il n'y a pas de raison de se servir d'Uranus, Neptune et Pluton, en tout cas au niveau individuel. Donc ça, je le félicite pour avoir tenu ces propos en 1998 chez Hachette. Mais je me fais la réflexion suivante. Je me dis, bon, moi personnellement je pratique une astrologie extrêmement simple, donc je ne fais pas de combinatoire, très peu. Bon. Mais l'astrologie traditionnelle, l'astrologie tellement telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, elle est très combinatoire. On combine ceci, cela, etc. Très interactif. Et donc par conséquent, quelque part, on ne voit pas comment on pourrait justifier l'utilisation d'une planète supplémentaire ou de 3 planètes supplémentaires. Rien n'empêche de croire que ces 3 planètes supplémentaires, elles peuvent très bien s'expliquer autrement. Les Allemands avaient trouvé la notion du mi-point. On peut aussi travailler d'autres aspects. On peut travailler aussi sur des combinatoires de telle et telle planète. Voilà, telle planète plus telle planète plus telle planète. Enfin, on peut très bien travailler avec les septénaires sans avoir besoin, de toute façon, d'ajouter de nouvelles planètes. Et moi qui m'intéresse beaucoup à la linguistique et notamment à la pathologie des langues, rien n'est pire pour une langue que de recourir, que de faire des emprunts à des langues étrangères, sous prétexte qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être dites dans la langue telle qu'on la connaît, mais c'est ridicule, absolument ridicule. Il est évident qu'on a tout à fait le droit de faire évoluer les significations des planètes existantes. Hein. Qu'est-ce qui empêche les gens de reformuler ce que signifie Saturne, etc., ou Mars, etc. Donc, pour arriver à la conclusion qu'il faut impérativement ajouter des planètes, non. Le seul argument, c'est on a découvert de nouvelles planètes, donc forcément, il faut les utiliser. Bon. Alors, ce programme, dont Yves Lenoble disait l'autre jour à une conférence chez Didier Génin, il disait que pour Ptolémée, l'astrologie avait une obligation à utiliser toutes les planètes qu'on connaissait en astronomie. Moi, je ne vois aucune obligation de ce genre. Ptolémée peut dire ce qu'il veut. De toute façon, le tétrabyte de Ptolémée est très tardif et ça n'engage que lui, même si c'est une sorte d'encyclopédie où on trouve un peu tout ce qu'on veut. Mais je veux dire qu'il n'y a aucune obligation à ce que on se sert de toutes les planètes existantes, et encore moins de planètes qu'on ne connaissait pas dans l'Antiquité. Donc il faut être un peu culotté pour citer Ptolémée, qu'il ignorait totalement Uranus, Neptune et Pluton, et puis d'utiliser à outrance Uranus, Neptune et Pluton dans le cadre de cycles. Il faut savoir ce qu'on veut. Non, il y a, à partir du moment où vous avez une astrologie combinatoire aussi riche que celle que nous connaissons, il devient extrêmement difficile, dans le cadre du thème natal notamment, dans le cadre d'une sorte d'interaction, il devient extrêmement difficile de justifier que telle planète a telle signification qui ne peut pas être obtenue en combinant une planète avec un signe, une planète avec une maison, etc. Je veux dire, ça ne tient pas debout. Bon. Et alors, ce que je voudrais dire aussi pour terminer, c'est que on a effectivement une relation, l'astrologie a une relation avec l'astronomie qui pose problème. André Barbeau avait bien compris, et je le félicite de ce côté-là, il avait dénoncé la notion de solidarité entre les planètes, d'une part, et aussi il avait minimisé le rôle du zodiaque. Bon. Alors, sur le premier point, je suis tout à fait d'accord, quand on fait la cyclicité, on ne s'intéresse pas au signe dans lequel se fait l'aspect ou la conjonction. Il ne faut pas tout mélanger. Hein. Bon, donc il y a des règles à respecter. Quand Barbeau étudie le cycle Saturne-Neptune, il n'en a rien à faire de savoir dans quel signe se trouve Saturne-Neptune. C'est un point de vue qui est tout à fait respectable. Bon. Maintenant, il est vrai que, moi j'ai dit plusieurs fois, qu'en réalité,
il fallait pas, contrairement à ce que dit Blenheim d'ailleurs, un cycle planétaire n'a pas besoin de deux planètes. On peut très bien avoir une planète combinée avec une des étoiles fixes. Donc ça, c'est encore un postulat que je refuse totalement, même si au niveau de la modernité astronomique, on sait très bien que les étoiles ne font pas partie du système solaire, mais pour les anciens, il y avait une visualisation planète-étoile avec les planètes. C'est la fameuse théorie dont j'ai parlé dans une précédente. Le voyageur, le passager, le passant qui traverse le paysage et qui, le paysage lui est fixe et puis lui il avance. Donc, pour moi c'est un peu ça l'astrologie. Donc on n'a pas besoin en astrologie de tenir compte des interactions. Si j'étudie le signe de Saturne-Neptune, j'en ai rien à faire de savoir où se trouve Pluton, où se trouve Uranus, etc. Ouais. Et ça c'est un peu l'idée d'André Barbeau à l'époque où il écrivait dans les années 60, en 67 notamment, les astres et l'histoire. Après c'est devenu plus compliqué. Enfin, il y a eu une période comme ça, de grande purification de l'astrologie. Mais malheureusement, il ne faudrait vraiment pas exagérer, parce que précisément pour moi, la dialectique, c'est pas entre telle planète et toute autre planète, c'est entre telle planète et l'étoile fixe. Or, l'étoile fixe, c'est quand même le zodiaque. Donc, quelque part, c'est le zodiaque. Mais c'est un zodiaque qui n'est pas ni celui des constellations ni celui des signes, c'est le zodiaque des étoiles. C'est-à-dire qu'il y a telle et telle étoile à tel degré dans le ciel, et effectivement, une planète peut être en conjonction avec cette étoile. Alors qu'une planète ne peut pas être en conjonction avec une constellation, surtout que les constellations sont des divisions extrêmement vagues. Ce qui est très intéressant, mais je termine là-dessus, c'est à quel point on n'a pas réfléchi à la possibilité qu'il y avait une troisième voie qui n'était ni l'astrologie tropicale liée aux saisons, ni l'astrologie des constellations, qui est aussi liée à la question de l'ère précessionnelle et du point vernal, mais l'astrologie des étoiles. Et les étoiles, c'est pas simplement une question dans le thème natal. Les étoiles, donc finalement, moi je crois que je suis vraiment, ma contribution, c'est nettement cette question de la relation entre de fonder le cycle planétaire d'une seule planète sur ses rapports avec une série d'étoiles, et notamment les étoiles qui étaient bien connues il y a déjà 5000 ans, et à savoir les étoiles fixes royales que sont Aldébaran, Régulus, Antares et Comalo. Voilà. Donc là, effectivement, on a un référentiel zodiacal, si on peut dire, mais dans un sens que je viens de préciser, et le cantor d'André Barbeau, c'est d'avoir remplacé le référentiel zodiacal par la relation avec une autre planète. C'est vrai que dans la tradition astrologique, il y a aussi cette notion des conjonctions Soleil-Lune, etc., qui correspond à une tradition d'ailleurs parallèle à l'astrologie, à mon avis. C'est plutôt lié à la question du calendrier. C'est les gens qui ont fait le calendrier qui ont privilégié la question des conjonctions Soleil-Lune. Et à mon avis, toutes ces astrologies qui combinent les cycles planétaires, elles sont quelque part inspirées d'une tradition du calendrier qui, à mon avis, n'est pas la tradition astrologique.